Donc aujourd'hui, je vais répondre aux questions par rapport à cette série. On va prendre un peu les exos dans l'ordre, enfin plutôt dans le désordre. Si vous voulez bien, on va peut-être commencer avec... il y avait 2 questions sur les ondes électromagnétiques avec les densités d'énergie. Donc ça, c'était pas le plus compliqué. Disons que c'était de l'application des formules. Et puis après, la majorité de la série, c'était quand même sur l'IRM. Et ça, je pense que c'est probablement là où vous avez le plus de questions parce que c'est quand même le plus difficile. Donc voilà. Donc ça, c'était les formules en rouge. J'ai mis les formules qui étaient... dont on se sert pour comprendre l'IRM. Parfois, bon, c'est souvent les mêmes formules, mais je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade là-dessus. Non. Bien, bah, si ce n'est pas le cas, on va commencer. Donc là, voilà, je propose qu'on règle le sort de ces 2 questions, 6 et 7, d'abord sur les densités d'énergie, puis après, on passera à l'IRM. Donc sur cette première question, question 6, est-ce que vous avez des questions déjà sur la manière de procéder? Oui, moi je voulais savoir si on pouvait éventuellement le faire, c'est celui que j'ai pas du tout réussi. Ouais, ok. Alors, bon, Il me semble que la formule, en fait, elle n'est pas dans le formulaire étable ou elle n'est pas sous sous magnétisme. Du coup, je savais pas du tout quelle formule utiliser. Ouais, effectivement. Alors là c'est une formule. On a 2 plaques chargées, hein, donc enfin on a un condensateur. Donc là c'est de l'électrostatique. Donc ça serait dans les formules électrostatiques. Tu avais une question aussi, Alexis, non? Que j'ai vu que tu voulais essayer de poser une question. Non. Ouais, donc voilà. Là on est dans l'électrostatique. On parle d'un champ électrique. Sauf que ici, ce qu'on vous donne, c'est l'énergie. C'est l'énergie totale, hein. Ouais. L'énergie totale qu'il y a dans le condensateur. On vous dit que c'est 1 joule. Bon, on vous donne aussi les propriétés géométriques, donc la distance et la surface qui est entre les 2 plaques. Donc, qui dit propriété géométrique D et S, dit que vous pouvez calculer la capacité déjà du condensateur. La capacité, c'est epsilon 0 S sur D. Donc voilà, là, vous pouvez déjà calculer la capacité avec ça. Et puis, ensuite, pour savoir, alors, peu importe hein, qu'on parle de champ électrique ou de potentiel, l'un, c'est égal à la distance fois l'autre, donc c'est la A et la B, c'est plus ou moins la même question. Mais en tout cas, on peut trouver ce champ électrique ou cette tension à partir de l'énergie. Parce que vous savez que l'énergie stockée dans un condensateur, c'est 1,5 de CU2. Ouais. C'est 1,5 de CU2. Donc C, vous l'avez calculé. C, vous l'avez calculé en faisant epsilon 0 S sur D. Donc vous avez, et donc vu que l'énergie, c'est 1,5 de CU2, après, si vous voulez, par exemple, si vous voulez calculer la différence de potentiel U, et ben, vous faites la racine de 2 fois l'énergie sur la capacité que vous venez de trouver avec ça. Ça vous permet de trouver la différence de potentiel. Et après, vous avez la formule qui dit que U, c'est E fois la distance. Bon, pour faire simple, hein, ça c'est pour un condensateur. En vrai, la formule, c'est delta U égale l'intégrale de E scalaire dr. Mais bon, pour faire simple, U, c'est E fois la distance. Je m'excuse juste, mais pourquoi, enfin là, dans la formule, dans le formulaire, il y a un moins devant. Pourquoi est-ce que là, on la met pas? Alors oui, on pourrait mettre... alors, le moins, il est devant l'intégrale peut-être, non? Oui, exactement, oui. Ouais. Oui, effectivement, il y a un moins. Alors, bon, moi, je l'ai pas mis parce que, si tu veux, quand on dit U, ici, on parle de la différence de potentiel entre les 2 plaques. Donc, quand on dit la différence, c'est l'un moins l'autre ou l'autre moins l'un, peu importe. Ce qu'on veut dire, c'est en valeur absolue. Mhm. Donc, dans les calculs, si on te demande la différence de potentiel, on te parle de quelque chose qui est en valeur absolue. Donc, tu vas prendre la norme de E pour la distance. Ah, donc on n'a pas besoin de mettre le moins alors. Non, enfin, disons que ici, il n'est pas très important. On raisonne que avec les valeurs absolues. Super, merci beaucoup. En fait, ce moins, il vient d'où? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que si je vais faire une analogie avec la mécanique. Bon, U, vous êtes d'accord, le potentiel V ou U, hein, le potentiel, c'est en fait c'est l'énergie potentielle électrostatique pour divisé par la charge, c'est-à-dire que c'est l'énergie potentielle électrostatique pour une charge de 1 coulomb à laquelle serait soumise une charge de 1 coulomb. C'est un peu comme si je disais que G, donc l'analogue
du potentiel V, qu'on appelle V ou U, vous avez compris, c'est pareil, je crois que vous l'avez noté V. Donc, l'analogue du potentiel V, c'est GH pour la gravité, c'est-à-dire que c'est l'énergie potentielle par unité de masse, hein, vu que l'énergie potentielle de gravité, c'est mgh. Donc, vous voyez cet analogue. Hein. Donc, il vient d'où ton signe moins dans la formule? Il vient du fait que quand tu veux calculer une énergie potentielle, c'est le travail qu'il faudrait fournir pour amener, par exemple, ta masse de A à B, du sol jusqu'à B, on va dire, par exemple. Ça, ce serait l'énergie potentielle en B. Le travail à fournir pour amener ta masse du sol jusqu'à B. Et donc, ce travail, il se traduit par la formule, hein, l'intégrale de F scalaire dr, de là à là, sauf que on dit c'est le travail à fournir pour l'amener de 0 à B. Et donc, quelle force tu dois utiliser? Tu dois utiliser une force qui s'oppose à la gravitation. Voilà. Donc, le moins, il vient du fait que tu prends une force qui s'oppose à cette gravitation. Ok, d'accord. Et pour juste le point A, parce que dans la correction, ils ont mis cette formule, mais je ne vois pas du tout où elle est, cette formule dans le formulaire, en fait. Alors, laquelle? U égale E fois D? Non, non, dans le corrigé de l'exercice A, EC égale à 1 demi Y AD E carré. Mais Attends. Alors, tu dis, ils ont mis... Attends, redis-moi. ils ont dit que EC, c'était égal à 1 demi, Ouais. le E, là, enfin, AD E carré. Ah ouais, alors en fait, c'est énergie égale 1 demi de CU2. Ouais. Sauf qu'ils ont directement remplacé le C ici par l'expression de la capacité qui est ici. Et donc là, après, si tu remplaces le C là, ça fait epsilon 0 A sur D. Mais là, c'est A fois D. Alors, eux, ils ont mis EC égale 1 demi. Attends, je suis désolé, hein, je te fais répéter, mais... Non, pas dessus, c'est 1 demi epsilon. Ouais. A fois D fois E au carré. Ah oui, c'est ça. Ah oui, alors là, ils ont vraiment tout transformé. Ils ont mis direct ça, du coup, je comprenais pas trop. Ouais, voilà. Donc en fait, si tu veux, eux, ils partent de la formule du formulaire qui est que l'énergie, c'est égal à 1 demi de C fois la tension au carré. Mhm. Ensuite, ils ont remplacé la capacité par epsilon 0, la surface A sur D. Et après, U, c'est égal à E fois D au carré. Tu vois, et donc, si tu simplifies tout ça, normalement, tu arrives à 1 demi epsilon 0 à E au carré. Et puis là, tu as un D au dénominateur et un D au carré. Et du coup, il ne te reste plus qu'un D ici. Voilà. Et Ah, ok, ouais. du coup, tu arrives là. Mais il y a 3 étapes pour ça. Hein. Ouais, bah, ils n'ont pas écrit, du coup, je me demandais si j'avais oublié de la noter quelque part, mais en fait, non, ils ont juste combiné. Alors, il y a deux approches. Soit tu fais cette approche là qui utilise l'électrostatique, ou alors sinon tu peux utiliser en fait ça. Tu peux aussi l'écrire directement si tu considères l'autre aspect des choses, qui est celui que vous avez peut-être vu à partir des dernières formules. En fait, l'énergie, c'est l'énergie volumique fois le volume. On pourrait dire ça. Imagine que là, tu as tes plaques chargées avec un certain volume ici. L'énergie qui est là-dedans, c'est l'énergie volumique fois le volume. En fait, A fois D, c'est le volume. Surface fois distance, c'est le volume du cube. Et l'autre terme, c'est l'énergie par unité de volume que tu as dans ces formules-là. Tu vois? Ok, ouais. Donc je pense que c'est plutôt à ça qu'ils faisaient référence. Quand ils l'ont écrit direct tel quel, c'est que l'énergie totale, c'est l'énergie par unité de volume, et tu multiplies par le volume qui est A fois D. Mais on voit que finalement les deux raisonnements arrivent au même, quoi. Ok, bah, merci beaucoup alors. Ok, pas de souci. Donc voilà comment on peut trouver le champ électrique ou la différence de potentiel. Ensuite, la question c'est qu'est-ce qui se passe si j'ajoute un epsilon R? Pour la C, la question c'était est-ce que epsilon R va avoir une impact sur la densité d'énergie par unité de volume. Donc elle, comme on l'a dit tout à l'heure, cette densité d'énergie, elle est donnée par la formule du formulaire 1 demi de alors, epsilon 0, epsilon R, E2. E, c'est le champ électrique ici. Hein, attention, c'est pas l'énergie. Donc, on pourrait croire que si j'augmente epsilon R, enfin, si je mets un diélectrique, on pourrait croire qu'elle augmente. Mais en fait, ce à quoi il faut faire attention, c'est quel est l'impact de epsilon R sur E qui est caché dans cette formule. Et c'est là où tout à l'heure, je me suis embrouillé avec la capacité, le truc, le machin. Et en gros, c'est plus simple. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'en gros, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais
quand j'ai une plaque chargée, on a un champ électrique comme ça, et puis la valeur du champ, c'est sigma sur epsilon 0, sur 2 epsilon 0 pour une plaque. Pour 2 plaques, du coup, c'est autre chose, mais pour une plaque, c'est ça. Donc, en gros, quand j'ai une perméabilité, à la place de epsilon 0, il faut mettre epsilon 0, epsilon r. Donc, ce qu'on voit, c'est quand je suis dans un diélectrique pour une plaque, et ce sera pareil pour 2 plaques et pour le condensateur, évidemment, c'est que epsilon r pour la norme de E est au dénominateur. Donc, si je mets une perméabilité relative différente de 1, à ce moment-là, mon champ va être divisé par epsilon r. Et vu qu'il est au carré ici, quand vous faites le tout, epsilon r et mon E, alors bon, là c'était pour une plaque, mais pour un condensateur, on se souvient que c'est ça le champ dans un condensateur. Voilà, donc il faut mettre ça au carré. Voilà. Et puis du coup, en fait, le epsilon r, ici, il se simplifie. Il y a un epsilon r au carré. Hein. Et puis du coup, tac, il passe au dénominateur. Et puis du coup, c'est pour ça que si epsilon r augmente, l'énergie volumique diminue. Voilà. Et puis pour la D, on a toujours ça, U qui est égal à E fois D. Ça ne change pas, hein. C'est toujours valable. Donc si j'augmente la tension, j'augmente le champ électrique. Et du coup, dans cette formule, j'augmente le champ électrique, clairement, ça augmente l'énergie. Voilà. Donc alors la 7, pour ces énergies, là, on prenait la formule qu'on avait ici. Donc là, vous avez les formules pour E, mais en fait, vous pouvez aussi les mettre en prenant du B à la place. En gros, vous remplacez E par CB, et du coup, si vous voulez l'énergie moyenne, ça vous fait 1 demi de epsilon 0 CB au carré. Et puis après, vous vous servez de cette formule-là qui est que C2 égale 1 sur mu0 epsilon 0. Et du coup, ça vous dit que l'énergie moyenne, c'est égal à 1 demi de B2. Et puis là, vous avez epsilon 0 C2 qui vaut 1 sur mu0. Donc ça, c'est la formule de l'énergie volumique pour un champ magnétique B. Donc l'application ici, c'est de calculer le champ. Ah mais non, du coup ici c'était un champ, c'était pas très bien précisé dans l'énoncé, mais c'était un champ, dans le corrigé ils disent que c'était un conducteur rectiligne, donc soit. Fil conducteur apparemment c'est ce qui sous-entendait par ici. Du coup vous devez prendre la formule ici qui était que B c'est mu0i sur 2πr. Donc à partir de ça, vous trouvez le champ magnétique B. Et puis avec la formule qui dit que l'énergie volumique, c'est égal à 1 demi de B2 sur mu0. Ensuite, vous trouvez l'énergie volumique. Voilà. Je réponds à ce que j'avais laissé en suspens. Et pour ça, alors juste, pour ça, je suis passé un petit peu rapidement, je sais, hein, mais en gros, je pense que ce qui sous-entendait dans l'exercice, si on devait revenir un peu plus en détail dessus, c'est qu'en gros, le fil, au lieu de le prendre, si vous voulez, ponctuel, il considérait en gros volumique. Et du coup, il voulait savoir quel était en gros le champ B ici, vraiment à la surface du fil. C'est pour ça qu'il disait à la surface. Et là, le théorème d'Ampère, bien sûr, reste valable. Hein. C'est-à-dire que B fois 2πr égale mu0 I enlacé. Donc c'est pour ça que voilà, mu0 fois l'intensité enlacée par ce cercle est égal à la circulation de B, donc B fois 2πr. Et c'est pour ça que le champ B au bord du fil est égal à mu0i sur 2πr. Et après, toujours pareil, cette formule. C'est bizarre, je ne les ai pas vues dans le formulaire avec B, mais normalement, elles y sont, il me semble, non? Ou il faut toujours convertir soi-même? Je crois que celles-là, elles y sont. Elles y sont aussi, hein? Ouais, c'est ce qui me semblait. Hein. Ok, très bien. Bon, alors si on en vient à l'IRM, c'était quand même ce qui avait le plus, le plus d'applications pratiques. Donc l'IRM, si on devait faire un résumé, je ne sais pas si je le fais maintenant ou si je le fais à la fin, parce que il y a un exercice qui résume bien tout, c'est le dernier en fait, c'est l'approfondissement.
lui, il mesure bien, il résume bien tout, pardon. Donc, bon, je pense qu'on va prendre les exos quand même les uns après les autres, parce que si on essaie de tout résumer d'un coup, c'est vite compliqué quand même, l'IRM. Donc, vous avez compris qu'en gros, le principe de base, c'est quand même que si on image quelque chose, bon, déjà, on va raisonner par tranche, hein, et en fait, au sein de cette tranche, si on prend une coupe, une coupe transversale comme ça d'une personne, ben, on va avoir certaines zones qui vont prendre plus de couleurs que d'autres. Pourquoi? Parce que il y en a qui seront plutôt constitués d'hydrogène, plutôt sous forme liquide, enfin, comme composant de l'eau, alors qu'il y en a d'autres qui sont plutôt, par exemple, dans de l'acide palmitique, donc dans du gras, si c'est un tissu plutôt gras. Donc, si mon hydrogène il est dans une liaison OH ou dans une liaison CH, eh ben, ça n'aura pas les mêmes propriétés, quoi. Donc, c'est ça qu'on fait ici, c'est qu'on s'intéresse vraiment à ces atomes d'hydrogène en fonction du tissu dans lequel ils se trouvent, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans le premier exercice, on repart du modèle fondamental qui est finalement qu'est-ce que c'est qu'un atome d'hydrogène. Eh bien, c'est un électron qui tourne par là. Donc, si mon électron il tourne par là, dans ce sens-là, je peux définir ici un courant électrique et je peux aussi considérer un moment magnétique mu. Alors, question, le moment magnétique mu, il pointe vers le haut ou vers le bas ici, à votre avis? Alors, en fait, il y a un petit piège, c'est que l'électron, c'est une charge négative. Donc, si l'électron tourne physiquement dans ce sens-là, en fait, l'intensité positive, elle est dans ce sens-là. Et du coup, votre règle de la main droite, vous devez la faire comme ça, tourner dans le sens de I, positif, et ça vous donnera le sens de mu. Bon, c'était une petite question en plus, mais du coup, le moment magnétique, là, il est vers le bas, hein. Donc, on a un courant électrique, effectivement. Alors là, toujours pareil, effectivement, il y aurait, selon dans quel sens on le prend, effectivement, il est positif dans ce sens-là, négatif dans ce sens-là, mais peu importe ici, ce qu'on regarde, c'est la norme, enfin, la valeur absolue du courant. Et I, par définition, c'est le nombre de charges par unité de temps, hein, donc c'est dQ sur dt, donc c'est égal à la charge de l'électron, E, sur la période. Bon, après, si on veut traduire ça en termes de vitesse, on a V, c'est la distance de Pierre qui a été faite par l'électron sur le temps. Donc, en remplaçant T par ça, ça nous donne la proposition A, qui est qu'on peut dire que l'intensité, c'est E sur T, avec T qui vaut T fois V qui vaut 2 πr, donc T qui vaut 2 πr sur V. Donc, le V, il revient là. Donc, voilà pourquoi les deux premières sont des propositions correctes. Ensuite, quel est le rayon de l'orbite de l'électron? Alors, la réponse pour trouver le rayon, c'est dans le fait qu'on vous donne le champ magnétique qui est généré. Or, vous avez une formule ici pour le champ magnétique. Il faut prendre celui ça correspond à une boucle circulaire. Je m'excuse juste, mais en fait, la première, elle est pas juste, elle est fausse. Ah, elle est fausse. Oui. Alors pourquoi elle est fausse? EV sur 2 pierres. Ah oui, parce que c'est pas que la formule. Dans la direction de la vitesse V. Ouais, voilà. Donc ce qui est faux, c'est ça, hein. Pardon. Généré dans la direction de la vitesse V de l'électron. Donc ça, c'est faux. C'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que si l'électron il tourne physiquement dans ce sens, c'est-à-dire que mon intensité, elle est dans l'autre sens, d'accord? Donc si la vitesse de l'électron, elle va par là, eh ben, c'est-à-dire que l'intensité, elle va dans l'autre sens. Parce que l'intensité, par convention en physique, c'est le courant positif. Donc en gros, c'est ce qui va dans l'autre sens de l'électron, ok? Si ça avait été un proton, ça aurait été dans le même sens alors. Ouais, absolument. Si ça avait été un proton qui tourne, on aurait dit que l'intensité va dans le même sens que le mouvement du proton. Ok. C'est comme quand tu as un circuit électrique, tu sais, on te parle toujours de I comme ça. Pardon, de I. Ouais, on te parle toujours de I qui est comme ça. Mais en fait, physiquement, ce qui se passe, c'est que tu as des électrons qui vont par là, qui sont attirés vers la charge positive, tu vois. Mhm. Mais on dit que l'intensité, c'est du plus vers le moins. Et du coup, là, c'est le courant électrique, par contre, lui, va dans le sens du mouvement. C'est pour ça qu'elle est fausse, la réponse. Alors justement, vu qu'on a un électron, le courant électrique I est opposé au mouvement de l'électron. C'est pour ça qu'elle est fausse. Alors que là, on te disait, dans cette proposition A, un courant I dans la même Ah, direction ouais, que la ouais. vitesse de l'électron, tu vois. Ça, c'est seulement la théorie. Parce que, en fait, j'ai toujours de la peine à comprendre pourquoi c'est dans le sens opposé de l'électron. Alors, comment dire. En gros, oui, alors, si tu veux, regarde, imagine que là, tu as un circuit électrique. Bon,
En fait, tu peux toujours définir une intensité comme ça, mais c'est vrai que j'aurais le droit aussi de mesurer une intensité dans l'autre sens. Mais en fait, je la trouverais négative. L'intensité positive, l'intensité positive, c'est le mouvement des charges positives. D'accord. Du coup, vu que l'électron, c'est la charge négative, c'est l'inverse de Ouais. ce qui a Alors, regarde, été posé par définition, c'est ça? si on en revient à la définition, si tu veux, I, c'est dQ sur dt. Mhm. Donc, si je me place, imagine que tu es capable de te placer là et que tu es capable de compter les Mhm. charges qui Ouais. passent par unité de temps, ici, tu vas, dans le même sens que V, tu vas avoir une intensité négative parce que par unité de temps, tu vas avoir un multiple de la charge de l'électron qui est négative. D'accord? Donc, en fait, dQ sur dt, si je compte dans ce sens-là, dans le sens de la vitesse, je vais avoir, si tu veux, moins E sur T. D'accord? Si je compte les charges qui passent dans ce sens-là. Ok. Donc, si tu veux, Tu fais que ce soit un électron. donc l'intensité dans le sens de la vitesse de l'électron est négative, parce que c'est un nombre de charges négatives par unité de temps. Du coup, si tu veux une intensité positive, il faut que tu comptes ce qui passe dans l'autre sens, en gros. D'accord. Ok. Alors, on est d'accord, il n'y a rien qui passe dans l'autre sens. C'est une question de convention, d'accord? Ouais, c'est comme imaginer des particules plus On pourrait, qui iraient dans le ouais. sens opposé, quoi. Voilà, mais exactement. Mais sauf que, comme tu l'as bien dit, il faut les imaginer parce que dans les faits, il n'y en a pas. Oui, c'est parce que c'était mis en convention, non? Enfin, c'est la convention de... Ouais, c'est-à-dire que alors quand on parle de circuit électrique, on est tout de suite dans les conventions. Ici, on était plutôt dans, comment dire, une définition. Je suis d'accord, c'est un peu vache cette proposition parce que en valeur absolue, c'est juste. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, j'ai pas fait gaffe, j'ai dit que c'était juste. Effectivement, ce qu'il faut faire attention, c'est dans cette direction-là, si je regarde ce qui passe dans le sens de la vitesse v, le nombre de charges par unité de temps est négatif, ce qui va dans ce sens-là. Donc voilà, D'accord. effectivement, c'est un petit piège. Ouais. Donc oui, on en était où? On en était au rayon de l'orbite. Donc pour ça, ce qu'il faut voir, c'est que bon, c'est l'équivalent d'un circuit électrique, enfin d'une boucle dans laquelle circulerait un courant, alors positif orienté vers là, hein, vu que c'est négatif orienté dans l'autre sens. Et le champ B au centre de cette spire est donné par mu0i sur 2r. Et comme je vous disais, règle de la main droite, vu que l'intensité positive, c'est elle qui compte, tourne dans ce sens-là, en fait, le champ B serait aussi vers le bas ici. Ici, on aurait un champ B comme ça. Et il vaut mu0i sur 2r. Voilà, avec I qui vaut la charge de l'électron en valeur absolue, valeur absolue de E, sur T. mu0i sur 2r. Là. Ça, c'est B. Donc là, a priori, vous avez tout. L'inconnu, c'est le rayon, mais le reste est connu, B 14 Tesla. La charge de l'électron, vous l'avez ici. Et puis T, c'est une donnée de l'énoncé aussi. Voilà. Et donc après, la question D, si on considère une vitesse, alors on vous donne la vitesse, à ce moment-là, que vaut mu, le moment magnétique mu, alors la vitesse... Ouais, alors ça, c'était plutôt sur les formules qu'on avait ici. Vous voyez, là, on peut avoir directement si on vous donne la vitesse, le rayon, la charge. Donc, vous avez calculé le rayon juste avant. La charge, vous l'avez, c'est la charge de l'électron. Donc, vous pouvez calculer un moment magnétique. Là. OK ? Vous inquiétez pas si vous trouvez qu'il y avait beaucoup de calculs dans cette question et que c'était difficile de la faire en moins de 2 minutes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, ça c'était vraiment fondamental. Maintenant, on va passer à une application plus concrète. Si on a un IRM, donc vous avez compris que on commence par appliquer un champ magnétique fixe dans le temps, ça c'est B0, il vaut une certaine valeur. Et ensuite, pendant un certain temps, vous allez appliquer un champ magnétique qui est perpendiculaire, qu'on va appeler B1. Mais ce champ B1, en fait, vous n'allez pas vous contenter de le mettre fixe. En plus de ça, il doit tourner. Voilà, il doit tourner autour de B0. Et on n'est pas libre
on n'est pas libre de la fréquence de rotation de ce champ B1. On est obligé de le faire tourner avec une fréquence de l'armor qui dépend de B0. Hein. Donc je mets F1 parce que c'est la fréquence à laquelle tourne B1, mais curieusement, cette fréquence, elle dépend de B0. Donc vous êtes obligé de prendre en considération B0 et vous faites gamma B0 divisé sur 2pi. Voilà, vous faites tourner B1 comme ça. C'est ce qu'on appelle tourner en phase. Hein. Et donc voilà, donc la fréquence de l'armor F0 pour ce champ, c'est, donc vous faites gamma, on vous le donne, hein, gamma, vous multipliez par B, vous divisez par 2pi, et puis ça vous donne la fréquence de l'armor. Alors la fréquence de l'armor, vous devez prendre en considération B0 pour trouver la fréquence de l'armor à laquelle faire tourner B1. Mais en aucun cas, ça va modifier B0. Donc la B, elle n'est pas correcte. La C, le champ magnétique B1, il doit osciller à cette fréquence de l'armor. Effectivement, c'est exactement ce que je viens de dire. Et le temps de relaxation T1 dépend de la fréquence de l'armor. Ça me paraît faux. Juste, j'avais une question. Ouais. C'est quoi la différence? Enfin, il y a 2 temps de relaxation, non? Parce que, Ouais, exact. mais je sais pas lequel correspond à quoi. Enfin, Ouais, alors puisque tu poses la question, on va passer, on va expliquer, si tu veux, je vais expliquer ça tout de suite parce qu'il me semble que la 3, 4, alors 5, oui, si 5, on en parle un peu, mais on parle que de un seul. Le 8, ouais, non, le 8 non plus. Ouais. En fait, on va passer directement au 9 et on va faire les autres après. Parce qu'en fait, le 9, il résume tout. Donc là, c'est pour répondre à ta question hein, que je fais celui-là. Tu me diras si ça répond bien ou pas après. Donc là, je prends un B0 qui vaut 1,5 Tesla. Il va comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la direction OX, soit. Donc en gros, là, ça c'est OX. OX. Et donc là, je vais avoir YZ. Hein. Ici, Y, X, Y, Z. Ouais, donc là c'est Z, là c'est Y, et là c'est X, on va dire. Bon, j'aurais pu prendre d'autres noms, mais en tout cas c'est comme ça qu'ils disent dans cet exo. Et donc ce qu'on fait, c'est toujours pareil, c'est que pendant un certain temps, on va appliquer B1. Alors juste hein, pour être clair, là si j'ai un B0 comme ça, tous mes moments vont s'aligner avec lui. Hein. Donc ça veut dire que tous mes petits électrons, si là vraiment j'ai un électron qui tourne, d'ailleurs du coup il doit tourner comme ça, donc dans l'autre sens. Tous mes électrons là, pour l'instant, leur plan d'orbite, si vous voulez, c'est ça en gros. Et en fait, donc c'est comme une planète qui tourne. Et imaginez que le plan de rotation de la planète va s'incliner un peu comme un plateau, si jamais, parce qu'il doit toujours coïncider avec B. Donc là, si j'ajoute une composante comme ça, ben, ma résultante, si vous voulez, elle va être comme ça. Bon, alors, ouais. l'axe de rotation des électrons, comment tu as fait là? Parce que, enfin, Alors, j'ai juste fait vite fait dans le sens où, en fait, je me suis souvenu de ce que j'ai dit tout à l'heure. Regarde ce schéma. On a dit que le moment mu, là, pour un électron qui tourne comme ça, il va vers le bas. Vu que l'intensité, elle est dans l'autre sens que l'électron, on a dit que mu, il va vers le bas, là, pour un électron qui tourne comme ça. Donc, je me suis dit que s'il tournait dans l'autre sens, mu serait vers le haut. Et du coup, il serait bien aligné avec B. Tu vois. Bon, c'est pas très important, hein, c'était juste parce que j'aime pas faire un dessin qui est faux. Mais... alors, bon, la A, je m'apprêtais à faire la A pour faire dans l'ordre, mais je suis désolé, je fais un peu dans le désordre aujourd'hui. Mais pour répondre à ta question, en fait, en gros, c'est un calcul quantitatif, là, on va le faire après, pas de souci, mais en gros, pendant un certain temps, je vais appliquer un champ magnétique avec une composante comme ça, ce qui fait que, en gros, les spins, au bout d'un moment, ils vont avoir une orientation qui est comme ça. Voilà, donc en gros, c'est-à-dire que donc non seulement ils vont être comme ça, et puis en plus, tout ça, ça va tourner, hein, puisque B1 tourne, ils vont faire que tourner comme ça. Là, c'est un mouvement de précession. Donc quand je fais ça, là, c'est mu. Hein. C'est mu qui tourne. Mais il ne faut pas perdre de vue que mon électron, il est toujours perpendiculaire à mu. Enfin, le plan du mouvement est toujours perpendiculaire à mu. Et là, en fait, il va se produire deux choses. La première chose, c'est que, en gros, tu vas avoir une désynchronisation de tes électrons. C'est-à-dire que, en gros, tu es d'accord que là, en gros, tout à l'heure, je suis passé mes électrons, ils étaient orientés comme ça, avec mu0, et puis après, ils se sont orientés comme ça. On va appeler mu1. Donc,
Et en fait, ils tournent tous comme ça à la vitesse oméga 0 comme ça, parce qu'ils suivent le champ magnétique. Et en fait, tu vas avoir deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que, en gros, tu vas avoir, donc ça, imagine, c'est un électron. Je représente un deuxième électron comme ça. Voilà. Donc ils tournent tous à mu1. Et puis donc le premier phénomène qui va se passer, c'est qu'en gros, ils vont se désynchroniser. C'est-à-dire que imagine que l'électron voisin, au lieu d'être exactement en phase avec celui-ci, il va commencer à se décaler, tu vois, par rapport à celui-là. Donc ça c'est la désynchronisation dans ce plan-là. C'est-à-dire que dans ce plan OYZ, là, comme on l'a appelé, tu vas avoir le mouvement de rotation, si tu veux, qui commence à se désynchroniser. Le voisin, il fait plus la même chose que l'autre, d'accord? Donc ça va affecter la composante de l'aimantation qui est dans ce plan-là, hein. Tu auras toujours une certaine aimantation dans ce sens-là, mais en tout cas, à partir du moment où les électrons ils tournent plus à la même vitesse que les voisins dans le plan XY, ça va affecter ton aimantation dans ce plan-là. Donc ton aimantation, si je représente l'aimantation au cours du temps, l'aimantation qu'on va appeler MOYZ, tu l'avais fixé quand tu avais synchronisé tout au début, hein, tu avais réussi à ce ils soient tous synchro dans le plan OYZ, et en fait, assez rapidement, ils vont se désynchroniser. Donc ça, en mesurant le temps qu'ils mettent à se désynchroniser, tu vas mesurer un certain temps qu'on va appeler T2. Donc ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que ton aimantation globale qui s'était trouvée diminuée, puisque tu vois, tu avais eu un pivot là, d'un angle θ, et ben il va revenir comme ça, et tu vas retrouver ton aimantation suivant l'axe OZ. Et donc l'aimantation suivant l'axe OZ, on va l'appeler MZ, elle au contraire, elle avait diminué, et puis en fait, à la fin, elle va retrouver sa valeur initiale. Et le temps que ça met pour retrouver sa valeur initiale, c'est ce qu'on appelle T1. Ok, mais du coup, j'avais une question. Enfin, du coup, la désynchronisation, elle se fait uniquement dans le plan. Enfin, Et OY, parce que dans là le je l'ai plan. appelé OYZ, mais je suis désolé parce que dans le cours, je crois Oui, qu'il ouais, appelé c'est pour ça que j'ai OXY. confondu, je crois. Ok, merci. Oui, alors là je l'ai appelé. Pourquoi j'ai changé de notation? Malheureusement, c'est malheureux, hein, mais Oui, c'est dans les champs tout le temps. ouais, c'est l'exercice. Là, ils ont appelé X la direction privilégiée, quoi. Oui, désolé, du coup, j'ai pas gardé. Là, si je veux garder ces notations, c'est MX, là. Ouais. C'est vrai que souvent, on l'appelle plus souvent Z, mais en tout cas, c'est la direction privilégiée. Et donc, ça donne lieu à la mesure de ces différents temps, T1 et T2. Donc, T1, bon, ça, c'est juste pour information. Je crois pas, vous avez sûrement pas besoin de retenir ça, mais en fait, T1, ça conserve la couleur. Enfin, ça conserve la couleur dans le sens où la matière grise reste grise et la matière blanche reste blanche. Vous savez, dans le cerveau, contrairement à la moelle épinière, on a la matière grise au niveau du cortex et le centre qui est plutôt de la matière blanche. Donc T1 conserve ces aspects-là, alors que T2 va faire un peu l'inverse, quoi, faire un peu le négatif. T2 va faire plutôt que la matière grise devient plus claire que la matière blanche. Mais en gros, vous avez ces deux temps qui vous permettent d'avoir deux informations. Et selon ce qu'on cherche, il y a des choses qu'on va pouvoir observer plutôt en observant le signal T1 ou d'autres en observant le signal T2. Voilà. Donc voilà, les spins des protons. Donc après l'impulsion, les spins des protons, ils s'alignent avec le champ, hein, donc ils gardent 30 degrés. Et donc en fait, ces questions CDE, ça revient à ce que je disais ici, c'est-à-dire qu'en gros, le signal en T2, c'est l'aimantation transverse, hein, donc dans le plan transverse ici. Donc elle diminue. C'est ce qu'on appelle ici MOYZ, enfin M de T, qui vaut M0YZ fois exponentielle moins T sur T2. Donc si vous êtes au bout de 3T2, et ben, vous faites exponentielle moins 3T2 sur T2, et ça vous donne la diminution, la diminution de M0, de l'aimantation transverse. Donc les T2 simplifient ici. Voilà, donc ça c'est pour ce qui se passe dans le plan transverse. Et puis, alors la C et la D, attends, je suis en train de voir la différence. Ah oui, c'est ça, pardon, ça c'était la D que je viens de faire. La C, c'était quelle sera la variation de l'aimantation par rapport dans la direction X, ouais. Alors, dans la direction X,
dans la direction X, on a dit que mon aimantation, elle avait été diminuée, en fait, et puis elle réaugmente. Et puis en gros, c'est M0 fois 1 moins exponentielle moins T sur T1 quand je suis dans la direction privilégiée. Donc là, ce qui était un peu particulier, c'est qu'on vous demandait au bout de 3T2, qu'est-ce qui se passe dans la direction qui varie selon T1. Donc en gros, vous devez faire M0 fois 1 moins exponentielle 3T2 sur T1. Donc là, ça ne se simplifie pas. Là, on est obligé de calculer avec T2 et T1. Et puis, on regarde de combien elle a pu réaugmenter. Ensuite, la E, le champ magnétique B0 décroît selon les X croissants. Comment évolue la fréquence de précession du spin le long de cet axe? Eh bien, ça revient à l'exercice 8. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous faites, c'est que vous avez le champ B, on ne dirait pas, mais en fait, il varie. On fait exprès parce qu'il varie un petit peu. On a ce qu'on appelle un gradient de B sur toute la longueur du corps, par exemple. Et comme ça, quand j'applique la formule gamma B0, je vais appeler gamma B0 au niveau de l'épaule, par exemple, en disant que ça, c'est la valeur du champ magnétique au niveau de l'épaule, et ben en gros, je vais avoir quelque chose de cohérent juste à l'altitude du niveau de l'épaule. Donc, en choisissant le gamma, en choisissant la fréquence de l'armor qui correspond au champ à cet endroit-là, ben, je vais pouvoir imager juste cet endroit-là. Et puis après, si je fais varier la fréquence de l'armor, si je prends une fréquence plus basse, par exemple, je vais pouvoir observer ce qui se passe au niveau du ventre, au niveau de la cheville, etc. Donc, on voit hein, que la fréquence de l'armor, elle varie en fonction du champ. Donc, si B décroît, si je veux observer à un endroit où B est plus petit, je dois utiliser la fréquence qui est plus petite, vu que F égale gamma B. Donc, ce principe du gradient, il est mieux explicité ici. On verra dessus si jamais il y a besoin. Mais voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question par rapport aux deux temps, en gros le temps de Ok, si c'est bon, parfait. voilà, Merci. on a un temps de désynchronisation dans le plan transverse, et puis on a un temps, si tu veux, juste pour que l'aimantation revienne à sa valeur initiale dans la direction privilégiée. Donc là, la théorie sur l'IRM, l'IRM utilise les rayons UV, c'est faux. En fait, ça c'est un peu du cours, mais en gros, il se trouve que si vous regardez la formule de la fréquence de l'armor, c'est gamma, donc gamma de l'électron, lui, il est bien connu, fois B sur 2π. Et en fait, quel est l'ordre de grandeur des fréquences utilisées en IRM? Et bien pour ça dépend des ordres de grandeur des champs magnétiques qu'on utilise. Et les champs magnétiques qu'on utilise pour l'IRM, vous avez peut-être vu dans le cours que c'est en gros à peu près 1 Tesla, c'est l'ordre du Tesla, l'ordre de grandeur. Donc si vous multipliez 1 par gamma, vous obtenez des fréquences qui sont de l'ordre de grandeur du méga ou gigahertz, et en tout cas, c'est des très basses fréquences comparées aux ultraviolets. Ça ne correspond pas du tout aux ultraviolets. Est-ce que c'est le domaine des ondes radio, ça, du coup? Ouais, c'est le domaine des ondes radio. Ouais. Merci. Ça fait bizarre de dire qu'on utilise des ondes radio, mais c'est... Alors, attention, radio dans le sens littéralement comme quand tu écoutes la radio. C'est-à-dire que c'est pas les ondes radio X-ray, c'est pas des rayons X. C'est vraiment ça correspond aux ondes radio. Ouais, ok, merci. Voilà. Alors, la fréquence de précession de l'aimantation dans le champ, en fait, la B, elle ne veut pas dire grand-chose. À la limite, si on avait inversé B1 et B0, ça aurait plus de sens déjà. On l'a déjà dit, c'est la fréquence la fréquence de précession. Elle dépend de B0, parce que dans la formule, on a de fréquences qui varient en fonction de B0 et pas de B1. Après impulsion du champ B1, on peut mesurer la précession de l'aimantation créée par les mouvements magnétiques nucléaires en observant le courant induit dans la bobine d'une antenne. Effectivement, ça c'est correct parce que donc on a vu que ce que vous mesurez, c'est en fait indirectement vous voulez mesurer un temps en IRM, c'est vraiment un temps, mais ce temps vous le mesurez indirectement. En fait, vous le mesurez via une intensité dans une bobine. Tout ce que vous pouvez mesurer, c'est des choses simples comme une intensité, et dans une bobine, vous allez mesurer I de t, et puis en fonction de l'intensité, ça va vous donner un certain temps.
Puis ce temps-là, c'est celui-là que vous allez colorer, qui va correspondre à une certaine couleur en fonction du temps qu'il met sur votre IRM. Et donc, je rappelle juste qu'en gros, pourquoi il y a une intensité dans une bobine qu'on placerait ici, si là j'image un corps, bah, il y a une intensité ici, parce que vous savez que il va y avoir une variation du flux à travers cette bobine. Hein. On a la tension induite qui vaut moins dφ sur dt. Et si votre aimantation, elle varie au cours du temps, et ben à ce moment-là, qui dit aimantation dit champ magnétique. Et puis si il varie au cours du temps, ce champ magnétique à travers cette bobine, vous allez avoir une variation du flux à travers la bobine, et donc une tension induite, et donc une intensité. C'est pour ça que c'est compliqué l'IRM, c'est que ça mélange vraiment tout. Ça fait vraiment appel, quelque part, on mesure effectivement le temps, enfin l'intensité, on l'a grâce à une variation du flux du champ magnétique, parce que le champ B varie, parce que les spins se désynchronisent, etc., etc. Mais juste par rapport à ça, là, la C, ils disent dans la bobine d'une antenne, l'antenne, c'est par rapport. Moi, c'est ça que j'ai pas trop compris en fait. Juste l'antenne, ça correspondait à quoi? Ouais, bon alors moi non plus, hein, je t'avoue que bobine d'une antenne, je pense que c'est juste un peu comment ils appellent cette bobine. Je crois qu'en gros, c'est en fait, si tu veux, les bobines, on l'utilise pour plusieurs choses. On peut utiliser une bobine pour créer un champ magnétique B. Par exemple, probablement que ton champ magnétique B0, il a été créé par une bobine dans laquelle tu as injecté un très grand courant. Okay. Donc ça, une bobine peut être utilisée pour générer un champ magnétique B. Mais une bobine peut être aussi utilisée pour mesurer une variation de flux, c'est-à-dire pour mesurer une variation de champ magnétique, par exemple. Parce que si ton champ magnétique, le flux de ton champ magnétique à travers la bobine varie dans le temps, ton intensité à travers ta bobine de mesure va varier. Donc je pense que c'est pour différencier une bobine créatrice de champ B et une bobine de mesure. Tu vois. Ah ouais, ok, je vois. Ok, merci. Selon si tu utilises ta bobine activement pour créer un champ B ou en récepteur pour mesurer la variation du flux lié aux variations de spin. Ok. Okay. Et puis D, le temps que mettent les moments magnétiques pour revenir est indépendant du tissu. Ben, justement pas, en fait, tout ce qui fait que les spins vont se désynchroniser plus rapidement, ça veut dire ça va dépendre de est-ce que dans votre tissu, vos atomes d'hydrogène, ils sont plutôt sous forme de molécules d'eau, plutôt molécules de graisse. Donc effectivement, c'est clairement dépendant du tissu et c'est justement pour ça que un petit peu comme par magie, on va avoir des pixels qui sont colorés de différentes façons selon si on est dans un tissu gras ou un tissu liquide, etc. Voilà, alors celui-ci, c'était vraiment la formule. Bon, honnêtement, il y a quand même 50% de chances qu'à l'examen, vous pouvez prier pour que ce soit le cas, mais normalement, là, ça sera vraiment une application de F égale gamma B sur 2pi. Voilà, donc normalement, si c'est ça ne devrait pas poser plus de problèmes que ça à l'examen. Mais là c'était le cas. En gros, pour chaque gamma, vous faisiez gamma fois B, donc fois 2 sur 2pi. Et vous aviez... Ah, alors par contre, juste un truc. Je suis en train de juste me rendre compte d'un truc. Ouais, voilà. Non, faites juste un peu attention. Un des pièges qu'il y a, c'est attention, est-ce qu'on parle de fréquence en Hertz ou est-ce qu'on parle d'une pulsation en radians par seconde? Ça peut être juste source de confusion parce qu'il y a ce facteur de pi. Bon, là c'était... voilà, donc si je multiplie par B, j'ai les radians par seconde, puis je multiplie par les Tesla, et en divisant par 2pi, je retombe bien sur des Hertz. Donc si vous faites ça pour celui-là, vous arrivez, je crois, à quelque chose comme, j'avais fait le calcul, comme 85 MHz, donc vous tombez là-dedans. Oui, c'est ça, entre ça. Ouais, voilà, donc ça veut dire que ça, c'est bon, vous allez pouvoir imaginer l'hydrogène. Bon, de 51 à 267, c'est quasiment pareil, donc probablement que si le A est juste, la C est juste aussi. Par contre, pour le carbone 13, là, la B, c'est 2 fois plus grand au moins. Donc, on va trouver quelque chose probablement 150 MHz. Tout est proportionnel. Donc, une fois que vous avez trouvé un, vous pouvez utiliser votre flair pour savoir si les autres vont être justes ou pas. Voilà. Et si on divise le champ magnétique B, alors la fréquence à laquelle tourne B1 doit être multipliée par 2. Justement pas, puisque la fréquence est proportionnelle à B. Si B diminue, vous devez diminuer B en conséquence. Donc la fréquence doit être aussi divisée par 2. Okay. Est-ce que tu arriverais juste à montrer comment tu passes de Hertz à radian, enfin le facteur pour passer? Ouais, là. En fait, oméga qui vaut 2pi.
Et en fait, si tu veux, en fait, il y a une formule, soit tu dis que la fréquence de l'armor, elle est caractérisée par oméga égale gamma B, ou soit tu dis que la fréquence de l'armor, elle est caractérisée directement, enfin, c'est une fréquence en R, gamma B sur 2pi, hein, vu qu'oméga égale 2πf, f égale oméga sur 2pi. Et non, là, en fait, ce que je disais, je pense que c'est que tu poses la question, peut-être, en gros, oméga, j'ai juste fait gaffe à l'unité, j'ai vu que c'était en radians par seconde par Tesla. Donc, quand j'ai multiplié par B, j'ai des radians par seconde. Donc, en fait, j'ai une pulsation. Quand tu fais gamma fois B, tu as une pulsation en radians par seconde. Donc, pour avoir une fréquence, bon, après, elle est directement dans le formulaire, celle-ci, hein, mais pour avoir une fréquence, on trouve le fait qu'il faut des radians par seconde divisé par 2pi. On divise par 2, c'est plus clair ou pas trop? Mais en gros, les radians, enfin le W doit être en radians par seconde Ouais, et la fréquence l'armor en hertz. ouais, exactement. Mais comment pas d'autres? Si comment- par exemple là on ne fait pas. Dis-moi, attends, comment quoi? Parce que là, tu as dit qu'il faut faire attention que le gamma il soit à la bonne unité, mais si c'était pas la bonne unité, comment est-ce qu'on aurait passé de l'un à l'autre? Alors, non, t'inquiète pas, gamma, il sera toujours dans la bonne unité. Ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que je ne sais pas comment il a tourné son cours cette année, mais nous, en gros, il avait pas mal parlé de oméga. Je ne sais pas si vous avez parlé en termes de oméga ou s'il a toujours parlé en termes de fréquence. Non, pas beaucoup, je crois. Comment? On n'a pas eu cette approche, je pense. Il a directement parlé en termes de fréquence. Fréquence. Ouais, bon. Bah, dans ce cas, c'est tout bon, hein. Franchement, s'il a parlé de fréquence, c'est bien parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de confusion. Non, mais il me semble qu'il a montré oméga justement, Ah qu'il ouais? y avait deux différentes manières. Ouais, Qu'on pouvait bon, mettre l'une dans l'autre. voilà, c'est juste qu'en gros, il y a un facteur 2pi qui vient là nous embêter. Et il faut juste faire gaffe que, en gros, si on vous parle de fréquence ou si on vous parle de quelque chose qui est en Hertz, il faut bien utiliser cette formule. Alors que si on vous parle de radians par seconde, bah, pour le coup, ce qu'on vous demande, c'est une pulsation. Ok, du coup, il y avait radians par seconde fois Tesla, ça fait des hertz. Pardon, radians seconde fois enfin des radians par seconde par Tesla. Si tu multiplies par les Tesla, ça va te faire des radians par seconde. Et puis, tu vas devoir multiplier, diviser par 2pi pour avoir ta fréquence. Mais encore une fois, je pense que je t'ai un peu embrouillé pour rien, malheureusement, parce que là, tel qu'il a fait son cours cette année, il vous a juste parlé de la fréquence et ça devient un peu secondaire. Enfin, tu es d'accord que si tu utilises juste la formule F égale gamma B sur 2pi, tu prends ton gamma, tu fais fois B sur 2pi, ça te donne directement une fréquence en Hertz que tu peux comparer à ton intervalle qui est ici, quoi. Ok, Ouais. merci. Mais bon, après, ceci dit, cette différence entre radians par seconde et puis Hertz, il n'y a pas que dans ce chapitre. Il y a aussi ce chapitre sur les rotations. Il y a souvent des pièges là-dessus. Ouais. Donc là, par rapport à la question que j'avais, vous voyez qu'on a un MZ qui varie en 1 moins exponentielle moins t sur tau. Quand t égale à 0, exponentielle 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Hein. Donc en gros, ça, c'est quelque chose qui varie comme ça. Donc ça, c'est l'aimantation longitudinale, on va dire. Donc là, on vous donne le temps de relaxation T1. Et puis, on vous dit que ce qu'on veut savoir, c'est au bout de combien de temps je reviens à 98% de l'aimantation initiale. Pour ça, vous faites 0,98 égale 1 moins t sur T1. Et puis, voilà, vous inversez cette équation en faisant du 0,98 sur 1 égale 1 moins exponentielle moins t sur T1, etc. Et puis, voilà. Donc là, en gros, pour faire simple, si je passe le 1 de l'autre côté, ça va me faire du 0,02 égale exponentielle moins t sur T1. Et en appliquant le ln, vous allez avoir t sur T1. Et du coup, le temps, normalement, ça doit faire... Vous prenez T1 une seconde par... alors non, il y a un signe moins par là. Vous prenez T1 une seconde et vous multipliez par ln de 0,02. Juste moi, pour cet exercice, j'ai juste fait tout simple. Genre, j'ai pris les 4 réponses et j'ai chaque fois remplacé t par une des réponses et j'ai regardé quand ça donnait 98. Est-ce que c'est possible? Ah ouais, effectivement, ça peut. C'est vrai que parfois, en fait, selon que si on est rapide à taper à la calculatrice, ça peut être plus rapide de faire ça, effectivement. Ouais, on peut faire ça, ça change. À l'examen, de toute façon, il regarde pas trop la méthode ou bien il regarde juste l'exercice. Enfin, Ah bah ouais, à l'examen, il regarde juste. il s'en fiche. C'est la machine qui regarde, hein, donc. Ouais, voilà, donc c'est un peu égal. Ouais, c'est égal, hein. Ah, franchement, c'est absolument égal. Si ça va vite comme ça pour toi, tant mieux, hein,
C'est juste que si tu veux, enfin, quels que soient les types d'exercices en SFO, alors si tu vois tout de suite, bam, que tu peux faire comme ça, fais-le, hein. Mais il y a certains cas, moi je trouve, où parfois en testant tout, enfin pas dans ce cas-là, hein. Dans ce cas-là, je pense que c'était bienvenu. Mais il y a certains cas où on peut parfois se retrouver à mettre plus de temps Ah oui, clairement, en oui. testant tout. Mais là, c'était assez intelligent. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, tu pouvais commencer par l'un. Moi, si j'avais fait ça, j'aurais commencé soit par la B, soit par la D. Pourquoi? Parce que si tu commences par 10 secondes et que tu vois que tu n'es toujours pas à 98, bah, tu ne vas pas tester 3,9, tu vas tester plus. Tu vois? Ouais, ok, ouais, super. Bah, merci alors. Ouais, on aurait commencé par la B ou la D, et ensuite, ça nous aurait amené soit à la C, soit à garder la D, quoi. Voilà. Donc, celui-ci, est-ce que vous avez une question dessus ou pas? Ouais, ou vous voulez qu'on le fasse ou... Moi, celui-là, ça va, mais après, je sais pas les autres. Ok. Bon, bah écoutez, si... Celui-là, j'ai regardé, hein, je crois que la correction a été pas mal détaillée. Comme je vous disais, c'est le principe que le champ magnétique, on est obligé de le faire varier suivant la direction longitudinale pour pouvoir sélectionner ensuite la tranche qui nous intéresse en choisissant une fréquence donnée. Si je choisis une fréquence particulière là-dedans, ça va me donner ce qui se passe sur cette tranche particulière. Voilà. Donc, bon, là, vous aviez deux fréquences, donc c'était l'inverse, hein. Donc, on a F égale gamma B sur 2pi. En gros, pour chacune des fréquences, avec cette formule, vous trouviez le B min, le B max. Hein. Ouais, c'est bien dans ce sens-là, un B min, un B max. Hein. Et puis ensuite, donc ce qu'on appelle le gradient, c'est-à-dire la variation de B par unité de longueur, delta B sur delta L. Et votre gradient, il vous était donné, il valait alors 0,01%, donc c'est-à-dire, vu que le champ magnétique il fait 1 Tesla, 0,01%, c'est 10-4 Tesla. Donc, il valait 10-4 Tesla le gradient pour 1 cm. Donc si 10-4 Tesla c'est pour 1 cm, ici vous preniez votre delta B, hein, B max moins B min, et ça vous donne vous faites un produit en croix, et puis vous pouvez trouver votre tranche sur laquelle on a votre tranche d'étude. Voilà. Et puis après, c'était un peu le même principe. Donc là, quel devrait être le gradient pour que... donc ça, c'était pour la A. Et pour la B, quel devrait être le gradient pour que l'épaisseur sélectionnée soit de 250 microns? Alors là, c'est encore un produit en croix, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, vous partez du principe que votre B min et votre B max, c'est le même, hein, puisque c'est fixé par ces fréquences qui, elles, ne changent pas. Donc Bmax moins Bmin, c'est le même. Sauf que là, ce Bmax moins Bmin permettent d'imager une tranche de 250 micros. Et là, l'inconnu, c'est le gradient. Vous ne savez pas combien de Tesla vous perdez pour 1 cm. Donc là, vous faites le produit en croix dans ce sens-là. Bon, bien sûr, il faut que ce soit en même unité, hein. Si je mets des centimètres ici, il faudrait convertir celui-ci en centimètres. Et là, ça va vous donner... alors, je ne sais plus, il me semble que c'était peut-être 2,10-3. 2,10-3. Et 2,10-3, il se trouve que c'est 0,2% de 1 Tesla. Donc, ça va vous donner la valeur du gradient à choisir. Donc, ça peut paraître compliqué comme ça, mais en fait, finalement, les seules formules qu'on a appliquées, c'est toujours ce F égale gamma B sur 2pi. Et puis après, c'est des produits en croix basés sur ce principe. Donc voilà, on a un B max quelque part, ça pourrait être au niveau de la tête par exemple, enfin plutôt et puis un B min au niveau des pieds, et je peux choisir l'endroit en imposant une certaine fréquence bien choisie. Alors, je regarde juste ce qu'on n'a pas fait, parce que je ne sais plus si on a tout couvert. Alors déjà, là, il faut que je revienne sur un truc. Ça, on a fait. Ça, on a fait. Ouais, on a tout fait, hein, sauf ce truc-là. Il faut que je revienne là-dessus. Alors, si vous voulez y aller, vous pouvez y aller, bien sûr. Enfin, de toute façon, je ne vous retiens pas. Mais alors moi, je vais juste regarder un petit peu cette histoire dans mes notes. Là, ça va me prendre
ça va me prendre 5 minutes. Et une fois que c'est au clair pour moi, je vous la refais si vous voulez. Donc, moi, je le fais parce que voilà, il faut que je le fasse. Vous faites comme vous voulez. Hein. Je prends juste 5 minutes pour le faire. Bon, alors pour l'IRM, c'était un petit peu. Ah oui, non, il y en a une qu'on n'a pas fait, c'est elle. Autant pour moi. Je suis désolé, hein, c'est un peu qualitatif, mais c'est vrai que c'est vite compliqué s'il faut qu'on refasse les histoires de précession, etc. Ça mêle pas mal de trucs. Hein, donc, c'était un petit peu qualitatif ici. Bah, d'ailleurs, on va en parler un peu de précision, enfin pas de précision, mais de mécanique rapidement. Ici, j'ai laissé la A sur le côté. Donc en gros, vous avez un moment magnétique mu0 initial, et puis vous cherchez à le faire basculer ici d'un angle de 30 degrés. Pour ça, ce que vous faites, c'est que vous appliquez un champ B1 comme ça, parce que vous savez que si vous avez mu et B, donc si je prends mu0 vers le haut comme ça, B comme ça avec mon index, mu0 vectoriellement B, mu fois B, ça va me donner un moment de force là qui va vers l'écran. Donc tau égale mu0 vectoriellement B1. Hein. B1 me permet de créer un moment de force qui rentre dans l'écran, donc qui va comme ça. Donc un moment qui va comme ça, maintenant je mets mon pouce qui rentre dans l'écran, effectivement ça va bien me permettre de faire descendre comme ça mon mu. Et pour savoir combien de temps ça va mettre, alors là c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans l'approfondissement, je crois, parce que là la formule, elle est dans les dias du cours, mais je crois pas qu'elle soit dans le formulaire. Vous me dites si je me trompe, mais je crois pas qu'elle soit dans le formulaire. Bon, en gros, c'est la formule, elle vient du théorème du moment cinétique qui vous dit que pour savoir combien de temps un objet met à tourner, je prends le moment de force et tau, c'est égal à dl sur dt. Voilà. Et puis là, en gros, donc du coup, vous écrivez tau égale dl sur dt. Et puis là, vous prenez la relation entre L et mu. Donc, entre L et mu, j'oublie tout le temps dans quel sens c'est. Voilà, donc L, c'est mu sur gamma. Alors, en fait, je me suis débarrassé des vecteurs un peu trop vite. Mais donc, tau, c'est 1 sur gamma fois d mu sur dt. Et vous voyez qu'en fait, j'ai pris soin de laisser les vecteurs. Pourquoi? Parce que quand mu va varier en fonction du temps, là, ce qui m'intéresse, c'est pas la norme de mu, puisque a priori, là, il fait juste tourner, mais c'est le vecteur mu. Hein. Au début, il est comme ça, et après, il vient comme ça. Donc, d mu sur dt, en fait, d mu sur dt, ça va être égal à la norme de mu0 fois dθ sur dt. Alors, c'est un peu la même manière que, si vous voulez, que on avait dv sur dt en mécanique qui était égal à r oméga, hein, donc à r oméga, r dθ sur dt. Ben, voilà, là c'est pas dv sur dt, c'est d mu sur dt, et du coup, pour avoir la variation de mu par rapport au temps, pour avoir cette distance-là, eh bien, on prend mu et on multiplie par la vitesse angulaire. Donc c'est ça qui vous donnait la formule dθ sur dt. Là, l'inconnu, c'était b. Voilà. Et là, c'était mu vectoriellement b aussi. Hein. Mais du coup, la formule que tu as mis entre les deux, pour passer de dl sur dt à 1 sur gamma, comment tu as su? C'est quelle formule? Alors, à laquelle, pardon? Pour passer à 1 sur gamma du sur dt. Ah ouais, en fait, j'ai remplacé. Alors, ça, c'est la définition du facteur gyromagnétique. Il est défini par le fait, on peut le prouver, hein, mais que mu égale gamma L. Donc, que L, le vecteur. Ah, ok, L, celle-là dans le cours. Du coup. elle y est, ouais. Non, la seule qui n'y est pas, c'est en fait, j'ai pas encore fini, mais en gros, là, si je simplifie mu et mu, en gros, c'est que B égale 1 sur gamma dθ sur dt. C'est ça, hein, normalement. Voilà, donc ça quand je fais combien de temps je dois garder la radio-impulsion pour faire varier d'un certain angle, et ben, c'est donné par cette formule-là, qui me semble n'est pas dans celle-ci. Parce qu'une fois qu'on a celle-ci, on je regarde, mais je crois pas. Ouais. Ici, on fait 1 sur gamma, on prend le 30 degrés, le 0,5 millisecondes, et puis ça y est, on a la réponse. Mais bon, je ne sais pas trop s'il faut la retenir ou pas. Hein. C'est vrai que quand on demande sur le forum, je me souviens, ils disaient que c'est pas parce que c'est pas écrit qu'il ne faut pas la retenir.
Mais en même temps, j'ai jamais vu une question qui n'était pas dans le formulaire et qui est tombée à l'examen. Donc, Ok, merci beaucoup. voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, je sais qu'il y avait des questions en suspens là, de la dernière fois. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de regarder ça, mais je garde ça en tête pour la prochaine fois. J'ai juste une petite question par rapport à la sorte d'astuce que tu t'avais donnée une fois. C'était pour le champ magnétique créé, que en Ouais. gros, mu0 sur 2π, sur 4π, ça donnait 10 puissance moins 7. Ouais. Tu vois, ouais, bah du coup, est-ce que si on l'utilise 10 puissance moins 7, du coup, logiquement, on doit faire x2 et après fois i sur r pour avoir le même résultat? Ah, alors, ouais, si on voulait appliquer ça, ouais, je l'ai appliqué aussi. Si on voulait appliquer ça ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, celle-ci, si tu veux appliquer l'astuce, là, en gros, tu dis que. Alors, tac, tac, tac. Ouais, alors là, en fait, ça dépend comment tu procèdes, mais effectivement, si tu veux directement avoir B, tu fais apparaître un 2 ici, un 2 ici. Comme ça, ici, tu as ton mu0 sur 4π, tu vois. Mhm. Donc B, c'est égal à 2 10-7 fois I sur R. Ok. Après, Merci. en fait, le 2, il apparaît, c'est tout seul si tu injectais B là-dedans. Mais bon, je suis d'accord que c'est plus simple de d'abord calculer B et ensuite calculer. Parfois comme ils font dans les exos, ils font d'abord une résolution littérale où ils injectent tout et ils se retrouvent avec des très grosses formules. Parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on fait en physique théorique, dans l'espoir qu'il y ait des simplifications. Mais c'est vrai que pour résoudre l'exercice, parfois, c'est plus rapide de d'abord calculer un truc, ensuite on prend le résultat et on calcule l'autre truc. Ouais, ok. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je voulais juste rectifier, tu avais bien raison, et puis la collègue aussi, que le prof, il a défini la fréquence de l'armor comme WL, qui correspond à la vitesse angulaire de précession. Il a bien défini comme ça. D'ailleurs, quand il a présenté un tableau avec le champ magnétique et puis la fréquence de l'armor, je ne comprenais pas justement comment il allait présenter justement le WL en mégahertz. Parce qu'en fait, il a dit que la vitesse angulaire de précession était égale à la fréquence de l'armor. Ouais, alors faites bien attention. Enfin, Ouais, il y a vraiment une confusion parce là-dessus. Je pense qu'il a peut-être essayé d'être plus clair. Mais en fait, le truc, c'est que par abus de langage, mais c'est un abus de langage, parfois on appelle fréquence de l'armor, on dit oméga égale gamma B, et on dit la fréquence de l'armor vaut, je sais pas, 10 radians par seconde. Tu vois. Mais en fait, c'est pas une fréquence, c'est une pulsation. Mais parfois, nous, à l'époque, il y a 2 ans, dans le formulaire, il y avait marqué fréquence de l'armor, oméga égale gamma B. Mais c'est pas une fréquence, c'est une pulsation en radians par seconde. Donc, le seul truc qui fait foi, si on vous demande de calculer une fréquence, bien sûr, vous divisez par 2π. Et dans le doute, ce qui fait foi, c'est les unités, quoi. Donc, vous regardez dans les unités, est-ce que l'on vous donne quelque chose en hertz ou en radians par seconde, parce que selon comment c'est posé, ils éviteront bien sûr les ambiguïtés à l'examen, hein, mais bon, ça peut porter à confusion, en fait. Et puis, j'aimerais juste, pour arriver à cette formule-là de l'énergie en demi de epsilon0 AD fois champ magnétique au carré, ça, c'est pas sur le formulaire. On doit quand même la déduire avec les... Tout à l'heure. Oui, il y a eu différents exos, je crois. Et puis, même le potentiel est égal à... champ électrique fois D, ça aussi on doit savoir, je crois. Alors, potentiel égale champ électrique fois D. Je suis en train de vérifier en même temps. Là, elle n'est pas marquée directement, effectivement. Parce qu'en fait, elle n'est pas valable tout le temps. Tu vois, par exemple, elle ne serait pas valable pour une charge ponctuelle. Alors, pourquoi? Je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais en gros... attends. Ouais, en gros, si tu as une charge ponctuelle, bon, alors, tu vois, imagine que tu veux faire, si tu veux calculer, par exemple, la différence de potentiel, le potentiel en B et le potentiel en A, hein, si tu veux faire VB moins VA, bah, tu vas faire, alors tu vas prendre la formule du potentiel pour une charge qui est Q sur 4π epsilon 0 R, donc RB, moins Q sur 4π epsilon 0 RA. Tu vas faire ça, hein, qui n'est pas égal à, qui n'est pas proportionnel à RB moins RA. Hein. Donc en fait, la distance RB moins RA n'apparaît pas ici. Donc ça ne marchera pas ici, quoi. La formule qui est toujours valable, c'est que VB moins VA, c'est l'intégrale de
E, enfin, il y a un moins, comme nous a dit Céline, là, voilà. Et en fait, donc ça, c'est toujours valable dans tous les cas. Mais en pratique, on l'utilise rarement. En pratique, on l'utilise rarement. Si j'ai une charge ponctuelle, j'ai une formule pour le potentiel. Pourquoi je vais m'embêter à faire une intégrale? Non, je vais directement faire ça. Et puis, par contre, si j'ai un champ E uniforme, ce qui n'est pas le cas, parce qu'ici, vous savez que E, il décroît avec la distance pour une charge ponctuelle. Mais si j'ai un champ E uniforme, alors effectivement, je peux utiliser le fait que la différence de potentiel entre deux points, en norme en tout cas, c'est E fois la distance. Et oui, effectivement, je conseille de retenir ça. Je conseille de le retenir. C'est un des rares trucs, je pense, qui vaut le coup d'être retenu par cœur, même si c'est pas écrit dans le formulaire. Ok, merci. Encore une fois, VB-VA égale l'intégrale de E scalaire dr, c'est pareil, et c'est juste, enfin, c'est pareil, mais c'est valable, pardon. Mais en fait, dans le cas d'une plaque, vu que vous savez qu'on a un champ uniforme pour une plaque infinie, on considère que le champ ne décroît pas avec la distance, parce qu'on considère la plaque comme infinie. Et donc, on se retrouve avec un E qui est constant. Et du coup, quand vous faites VB-VA égale l'intégrale de E scalaire dr, alors bon, déjà, c'est dans la même direction, donc ça fait juste E dr. Et E étant une constante, on le sort de l'intégrale. Et ça vous fait E, l'intégrale de dr, c'est tout simplement R, la distance. Voilà pourquoi delta V est égal à E fois dr pour un champ électrique E qui est constant. Alors qu'on n'avait pas le droit de le sortir de l'intégrale quand on avait un E qui variait en Q sur 4pi epsilon 0 R2. Et on n'avait pas le droit de le sortir de l'intégrale parce qu'il dépendait de R. Et quand on fait l'intégrale de 1 sur R2, ça nous fait du 1 sur R. Formule qui prouve que le potentiel varie bien comme ça, en fait. Mais on refait pas le calcul à chaque fois. On utilise les formules pour une charge ponctuelle qui, elles, sont bien dans le formulaire, par contre. Ok. Pas d'autres questions? N'hésitez pas. Encore une fois, je suis désolé, les questions de la séance dernière, là, je vais les chercher pour la prochaine fois, je n'ai pas eu le temps, mais si vous en avez d'autres là qui sont venus entre-temps, n'hésitez pas. Personne a une question. Est-ce que je pourrais te demander c'est quoi, si tu peux expliquer du coup la différence entre les hertz et les radians en seconde, parce qu'il a dit que c'était important et j'arrive pas à différencier en fait. Ok, ouais, d'accord, ça marche. Et puis pour les autres, si vous êtes intéressé par plus d'IRM, je sais qu'il y a pas mal bon, encore une fois, je sais que c'est difficile de se projeter, mais en tout cas en deuxième année et troisième année, il y a des cours à options. Vous pouvez choisir, et il y en a pas mal qui sont sur les imageries. Donc là, je pense que vous serez un peu plus dans le vif du sujet si jamais ça vous intéresse. Ok, alors la différence, tu parles en général entre les radians par seconde et les fréquences. C'est une question générale ou... Ouais. Ok. Alors, plus par l'unité, tu sais. Comment? Plus par rapport à l'unité, du coup. Ouais. Ok, bon, on va commencer généralement, puis on verra comment ça se traduit de manière un peu plus spécifique. En gros, tu es d'accord que si jamais tu as une particule qui a une trajectoire circulaire, comme ça, F, concrètement, si tu devais le mesurer, en gros, tu te places ici, à un endroit, et puis tu regardes combien de fois la particule passe en une seconde. Donc, tu prends sur une durée de une seconde, combien de tours elle a fait en fait, d'accord? Donc si tu veux, donc si elle a fait 2 tours en une seconde, sa fréquence c'est 2 Hz, d'accord? Donc en fait, l'unité de la fréquence, si tu veux, on dit que c'est des secondes moins 1, mais en vrai, c'est parce que on appelle un tour, on n'a pas d'unité, mais en gros, c'est des tours par seconde. Donc, vu que tour, si tu veux, c'est comme si ça n'existait pas, on dit que c'est juste des par seconde, c'est juste des secondes moins 1, ce qu'on appelle aussi des hertz. Mais en fait, si tu n'es pas obligé d'attendre une seconde et de voir combien de tours elle a fait, tu peux aussi raisonner différemment et te dire, parce que peut-être qu'en fait, peut-être qu'elle aura même pas fait un tour. À ce moment-là, tu vas faire quoi? Tu vas attendre 10 secondes, 20 secondes, et tu vas diviser par 20. Ouais, tu peux faire ça. Mais ce que tu peux faire sinon, c'est si elle n'a pas fait un tour, c'est qu'en gros, tu regardes quel est l'angle qu'elle a fait en une seconde. En une seconde, quel est l'angle en radians, okay? Et tu vas avoir oméga, qui est le nombre de radians, donc l'angle qu'elle a fait en une seconde. D'accord? Si tu as le nombre de radians qu'elle a fait en une seconde et que tu aimerais bien savoir le nombre de tours qu'elle a fait en une seconde, vu que dans un tour, tu as 2 pi radians, en gros, un tour c'est 2 pi radians, donc
2pi radians, en gros, en combien de temps tu vas les faire, quoi. Donc c'est ça, ce rapport 2πf oméga égale 2πf. Donc c'est en gros, imagine que tu fais un tour par seconde, donc 2π radians par seconde, ta vitesse angulaire, tu as bien fait 2π radians par seconde. C'est juste, gros, est-ce que tu exprimes en angle, en radians, ou est-ce que tu exprimes en nombre de tours complets? Ok, ouais, c'est bien plus clair. Donc, si je te dis par exemple que, on va faire un petit exemple, imagine que ma particule, là, ici, elle arrive là, au bout de 0,1 seconde. Elle arrive là, au bout de 0,1 seconde. Elle est sur une trajectoire circulaire. Donc ça fait 45 degrés. Quel est son oméga et quelle est sa fréquence? En fait, deux solutions. Oméga, c'est le nombre de... Alors, moi, si je devais faire, je calculerais plutôt la fréquence d'abord. Non, pardon. Je calculerais plutôt... je calculerais plutôt oméga, en gros. Alors, en gros, oméga, c'est les radians, l'angle, sur la durée. Hein, des radians par seconde. Hein. Donc, ce que tu fais, c'est que tu commences par mettre 45 degrés en radians. Alors, je te rappelle que 180 degrés, c'est pi radian. Hein, donc, 45 degrés, ici. Tu fais ça fois ça divisé par ça. Donc, c'est 45 fois pi sur 180. Voilà, là, j'ai mis 45 en radians. Et je divise par la durée, qui est de 0,1 seconde. Donc, ça, c'est ma vitesse en radians par unité de temps. Ensuite, j'utilise la petite formule qui est bien commode, qui est oméga égale 2πf, pour dire que f égale oméga sur 2pi. Et donc voilà, je prends ce résultat, je le divise par 2pi, et puis ça me donnera ma fréquence. Ok. Alors Merci après, beaucoup. la fréquence, on pouvait l'avoir plus rapidement, parce que regarde, si on revient à la définition de la fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. Hein. Regarde, si en 0,1 seconde j'ai fait 45 degrés, en 1 seconde j'ai fait 450 degrés. D'accord. Donc combien j'ai fait de tours en 1 seconde? 450 degrés par rapport à 360. Tu fais le rapport et ça te donnera probablement 1,5 tours ou quelque chose comme ça. Donc ça aura probablement une fréquence de 1,5. Ok. Bon, encore une fois, moi là je suis parti dans tous les sens parce que j'essaie de comment dire, d'aborder le truc sous différents angles, mais s'il y a un seul truc à retenir, c'est ça, hein. Voilà, oméga égale 2πf, et puis voilà. Merci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci pareillement. Ah, ouais. Merci, Ouais. au revoir. Allez, au revoir tout le monde.